Des dirigeants et des responsables politiques du monde entier appellent à agir contre les violations des droits de l'homme perpétrées par Pékin. La pratique du prélèvement d'organes sur des donneurs non consentants en Chine est largement ignorée depuis des années. La Chine, les États-Unis et d'autres nations dans le monde s'affrontent sur les technologies de pointe. Ils se disputent la première place dans le développement des réseaux de télécommunications 6G et un géant chinois de la technologie cherche à être en tête. Pékin espère rejoindre un important pacte commercial dans le Pacifique, mais tout le monde n'en fait pas partie. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Avant de commencer, je vous rappelle que nous disposons d'une nouvelle chaîne YouTube sur internet, NTD Actualité. Je vous invite à vous y abonner pour regarder les nouvelles. Aujourd'hui, nous allons parler des prélèvements d'organes en Chine. On sait que le régime chinois prélève depuis des dizaines d'années des organes sur des personnes non consentantes et en bonne santé, puis les vend à des patients étrangers qui ont besoin d'une greffe. Mais ce crime a été largement ignoré pendant des décennies. Récemment, lors du sommet mondial sur la prévention et la lutte contre le prélèvement forcé d'organes, des hommes politiques et des dirigeants du monde entier appellent à faire quelque chose. When I was educated on this issue and what was happening, it took my core and it shook it. Forced organ harvesting is truly a monstrous practice that is difficult to conceive, even exist, until it is brought before you. The idea that there are those that take someone's life and treat them like parts for pay or favors still leaves me horrified. Des dizaines de dirigeants politiques et d'experts de 19 pays se réunissent virtuellement pour sensibiliser le public à la pratique des prélèvements forcés d'organes en Chine. Il s'agit d'une campagne parrainée par l'État visant à tuer des prisonniers de conscience pour fournir des organes au marché chinois des transplantations. Organ donation is a precious act of saving a life. But forced organ harvesting is commercialized murder and without doubt amongst the worst of crimes. Le sénateur français André Gattolin a expliqué que certains hommes politiques ont choisi de se taire en raison des menaces du régime chinois. Par ailleurs, lorsque l'on soulève la question des prélèvements d'organes forcés perpétrés en Chine, on court très rapidement le risque d'être immédiatement catalogué d'anticommunistes ou d'anti-chinois forcenés. À droite comme à gauche, toute une génération de responsables français a longtemps fait preuve d'une très grande mansuétude à l'égard de la Chine. Dénoncer les prélèvements d'organes forcés en Chine, c'est bien évidemment s'exposer à des démentis à la fois cinglants et outragés, et parfois même à des menaces de rétorsion commerciale ou politique de la part de Pékin. D'où ce que j'appelle une effroyable diplomatie du silence qui n'est malheureusement loin de ne frapper que la France. La Chine est l'une des principales destinations pour le tourisme de transplantation, ce qui signifie que des personnes du monde entier se rendent en Chine pour obtenir une greffe. Cela s'explique par le fait que les hôpitaux chinois offrent des délais d'attente très courts. Pékin affirme que ces organes proviennent de donneurs volontaires. Mais en 2019, un tribunal populaire basé à Londres a accusé le régime de mentir. Il a conclu que la pratique du prélèvement forcé d'organes se déroulait à une échelle significative, les pratiquants de Falun Gong étant la principale source d'organes. Cette pratique spirituelle est persécutée par le régime chinois depuis 1999. Song Kim, une juge du tribunal administratif de Séoul, en Corée du Sud, estime que les organisations mondiales comme les Nations Unies ne sont pas d'un grand secours dans cette affaire. En effet, le régime chinois est lui-même membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. It might take another 20 years for UN to take effective actions against the crime. Elle a suggéré qu'à la place, chaque pays fasse usage de sanctions autonomes dans le cadre de ce que l'on appelle le Global Magnitsky Act. Les États-Unis l'ont utilisé pour punir les fonctionnaires chinois responsables d'abus au Xinjiang. Ils ont gelé leurs actifs et ont interdit à ces responsables d'entrer aux États-Unis. Selon Kim, la même approche peut être utilisée pour cibler les personnes qui facilitent le prélèvement forcé d'organes. Les États-Unis et la Chine se livrent une concurrence féroce pour obtenir un avantage sur les technologies de nouvelle génération, notamment la 6G. Il se trouve que la Chine pourrait déjà avoir une longueur d'avance dans cette course. Le géant chinois de la technologie Huawei se serait engagé à être le leader mondial de la technologie 6G. Même si cette technologie ne sera pas commercialisée avant 2030, les pays se disputent déjà la première place. Les États-Unis et le Japon consacrent des sommes importantes au développement de la 6G, tandis que Pékin a fait de la 6G l'un de ses principaux domaines de recherche.
Mais pourquoi la technologie 6G est-elle si importante? On dit qu'elle est au moins 10 fois plus rapide que la 5G, et elle peut alimenter des véhicules entièrement autonomes, ainsi que la réalité virtuelle, même dans des zones reculées. Selon le média japonais Nikkei Asia, le PDG de Huawei a fait part de son ambition pour la 6G aux membres de son personnel en août. Il a déclaré: notre recherche sur la technologie 6G est une préparation contre des jours difficiles, et nous visons à nous saisir du terrain des brevets 6G. Et il semble que Huawei soit déjà en train de s'emparer de ce terrain. Dans une étude portant sur environ 20 000 demandes de brevets 6G, plus de 40% d'entre elles proviennent de Chine, suivies des États-Unis et du Japon. Et beaucoup de ces brevets chinois proviennent de Huawei. Les pays qui parviennent à obtenir davantage de brevets auront plus de poids dans la définition des normes industrielles. Et les brevets peuvent aussi rapporter de l'argent. Huawei détient le plus grand nombre de brevets 5G au monde. Il a été signalé plus tôt cette année que Huawei allait commencer à faire payer des redevances aux entreprises qui utilisent sa technologie 5G brevetée, y compris Apple. Le PDG de Huawei, Ron Zhangfei, a également évoqué l'impact des sanctions américaines. L'administration Trump a coupé l'accès de Huawei aux puces avancées et a presque paralysé l'activité de l'entreprise dans le domaine des smartphones. Au cours du premier semestre de cette année, l'entreprise a connu la plus forte chute de revenus de son histoire. Mais Ron n'abandonne pas. Il affirme que l'entreprise va tenter de développer des puces avancées par ses propres moyens et continuer à embaucher les meilleurs talents, notamment aux États-Unis et en Europe. Pékin tente de rejoindre un important pacte commercial dans le Pacifique. Les États-Unis ont lancé le pacte sous Obama pour contrer l'influence de la Chine, mais ont ensuite quitté l'accord sous Trump, qui a déclaré que cet accord tuait des emplois. Pékin souhaite rejoindre un important bloc commercial qui s'étend sur la région Asie-Pacifique. Ce bloc s'appelle le CPTPP et c'est une grosse affaire. Les pays membres de ce bloc génèrent plus de 10% des revenus mondiaux. Et quels sont les avantages? Un meilleur accès au marché des autres pays. Le pacte commercial réduit 95% des droits de douane à l'importation entre les États membres, sauf pour les industries nationales sensibles comme la riziculture au Japon. Et qui sont les membres? 11 pays de la région Asie-Pacifique, dont l'Australie, le Japon, le Canada et la Nouvelle-Zélande. Mais les États-Unis ne font pas partie du club. En fait, l'ancien président Obama a négocié l'accord pour contrer l'influence croissante de la Chine dans la région, mais plus tard, Trump a retiré les États-Unis. Et Biden ne veut pas non plus en faire partie. Il a déclaré précédemment que certaines parties de l'accord devraient être renégociées si les États-Unis rejoignaient le club. La demande d'adhésion de la Chine au club est intervenue peu après la grande nouvelle de la semaine dernière. Les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie ont formé une nouvelle alliance pour contrer l'influence de Pékin. Il n'est pas certain que la demande de Pékin soit approuvée. Pour adhérer, il doit obtenir le consentement de tous les pays membres, mais plusieurs d'entre eux ont des relations tendues avec Pékin, comme l'Australie. La Chine a également des différends territoriaux avec le Japon et le Vietnam. Et il y a un domaine dans lequel la Chine ne peut pas se conformer. Il s'agit de la manière dont les entreprises gèrent les données personnelles. CPTPP, one of the rules is that, we really shouldn't we shouldn't force companies to store their information within specific countries. Well, China has a national security law that specifically says that. And so, how do you square that circle? I don't think China can. Le Japon préside le bloc commercial cette année. Il affirme qu'il évaluera de manière approfondie si la Chine remplit les conditions pour rejoindre le bloc commercial. Un membre du bloc commercial s'oppose déjà à la candidature de Pékin. L'Australie affirme qu'ils ne laisseront pas Pékin rejoindre le club tant que le régime chinois n'aura pas fait deux choses. Premièrement, supprimer les droits de douane sur les produits australiens et deuxièmement, reprendre le dialogue de ministre à ministre entre les deux pays. Les tensions entre la Chine et l'Australie sont montées en flèche ces dernières années. En 2020, Pékin a imposé des droits de douane de 200% sur le vin australien. À l'époque, la Chine était l'un des plus grands marchés pour les exportations de vin australien. Cette mesure faisait suite aux demandes australiennes d'une enquête sur l'origine du virus du PCC. Les deux pays ont interrompu le dialogue au niveau ministériel suite à cette impasse. L'Australie a depuis déposé une plainte auprès de l'Organisation mondiale du commerce concernant les droits de douane chinois. Le prochain dirigeant de Hong Kong sera bientôt désigné. Environ 5000 Hongkongais ont commencé à voter dimanche, principalement dans les cercles pro-establishment. Leurs bulletins de vote décideront des candidats qui seront choisis par un comité électoral. Cette commission choisira ensuite le prochain dirigeant de la ville. Hong Kong a organisé sa toute première course politique depuis que Pékin a modifié son système électoral afin de garantir que seuls les soi-disant patriotes gouvernent la ville.
Les 5 bureaux de vote de Hong Kong étaient lourdement gardés par la police, tandis que les candidats pro-démocratie étaient quasiment absents du scrutin. Lors du scrutin de dimanche, moins de 5000 personnes ont voté, pour la plupart issus des cercles pro-establishment, pour élire les candidats de la commission électorale. Il s'agit d'un organe de 1500 membres qui choisira le prochain dirigeant de Hong Kong, le chef de l'exécutif, en mars prochain et qui mettra en place 40 de ses membres dans l'Assemblée législative de 90 sièges. La refonte du système électoral, annoncée par Pékin et adoptée à Hong Kong en mai, réduit considérablement la représentation démocratique dans les institutions et introduit un nouveau mécanisme de contrôle des candidats et des vainqueurs. La composition du collège électoral lui-même a également été modifiée. Les membres des conseils de district au niveau communautaire, dominés par les démocrates, ont été supprimés, tandis que plus de 500 sièges ont été ajoutés pour les entreprises, les groupes politiques et les groupes de base pro-Chine. L'actuelle dirigeante de Hong Kong, Carrie Lam, a déclaré dimanche que le cadre électoral de la ville était désormais amélioré. Les modifications apportées au système politique de Hong Kong sont les dernières d'une série de mesures qui ont placé le centre financier international sur une voie autoritaire, notamment la loi sur la sécurité nationale, qui punit tout ce que Pékin considère comme de la subversion, de la sécession, du terrorisme ou de la collusion avec des forces étrangères. La plupart des activistes et des politiciens pro-démocratie de premier plan sont maintenant en prison ou ont fui. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine, on se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.